Bonjour à tous. Alors, je pense que la majorité est là, on peut commencer. Alors, si vous vous rappelez, nous avons commencé par définir ce que c'est qu'une réalité virtuelle. Et on avait vu, pour construire un environnement de réalité virtuelle, on doit impérativement commencer par construire les objets, d'accord, qui vont constituer la scène virtuelle. Une fois qu'on aura construit notre scène, d'accord, une fois qu'on aura construit nos objets, intégrer les objets dans la scène. Ensuite, on avait vu dans les caractéristiques d'un environnement de réalité virtuelle, on avait dit une caractéristique principale, c'est l'interaction. D'accord? C'est quoi une interaction? Et comment on peut définir cette interaction dans un environnement virtuel? Alors, il faut distinguer quelques termes. D'accord? Vous pouvez entendre le terme technique d'interaction. Quand vous pouvez entendre parler du terme paradigme d'interaction ou bien métaphore d'interaction. Donc, il est nécessaire de distinguer la différence entre chaque terme. Technique d'interaction, c'est les méthodes qui permettent d'effectuer une tâche, une action dans un environnement virtuel. Alors, vous voyez que ça peut être défini de façon donc appropriée pour chaque, on va dire pour chaque type de chercheur ou pour chaque institution. Donc d'autres la considèrent comme la manière d'utiliser un périphérique pour accomplir une tâche sur un ordinateur, une interaction dans ce sens-là. D'autres la définissent comme un scénario qui utilise une interface, bon, ça peut être motrice, une application donnée pour traduire les mouvements d'utilisateurs en action dans le monde virtuel si c'est une application qui nécessite cela. Donc, ensuite, on peut aussi interagir avec un environnement virtuel ou bien avec une interface, non seulement par une interface motrice, donc pour un mouvement, mais aussi on peut interagir par la voix, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que toutes les techniques d'interaction vont se situer entre le matériel et l'application. Oui. Quelqu'un a une question? Alors, on avait dit, pardon, on est en train de discuter de ce qui est interaction, d'accord, par rapport à l'interaction. On avait dit qu'une technique d'interaction, c'est la couche intermédiaire entre l'utilisateur et l'application, d'accord, nécessite un périphérique, parce que pour interagir avec l'application, il faut nécessiter un matériel intermédiaire qui est un périphérique. Maintenant, aussi, on parle de paradigme d'interaction. Un paradigme d'interaction, pour certains auteurs, c'est l'ensemble des règles et les techniques qui permettent à l'utilisateur d'accomplir les tâches d'interaction au sein d'un environnement virtuel. Donc, pour définir ou bien pour concevoir une interaction, il faut définir le périphérique. Il faut trouver le périphérique. C'est quel périphérique, avec quel périphérique vous allez interagir avec votre environnement virtuel. D'accord? Donc, si c'est un périphérique moteur, c'est-à-dire, par exemple, c'est une Kinect qui va capter le mouvement de l'utilisateur, une simple caméra couleur, avec des techniques de traitement d'image, vous allez capter le mouvement utilisateur, par exemple. Ou bien, vous allez interagir avec la voix, donc il vous faut un microphone, d'accord, pour capter la voix de l'utilisateur, d'accord? Ou bien clavier ou souris, ou bien toute autre
périphérique. D'accord? Une fois que vous aurez défini votre périphérique, vous allez définir comment vous allez l'utiliser. Quelles sont les règles, donc quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour faire votre interaction. Alors, on a parlé de technique, de paradigme, et on parle aussi de métaphore d'interaction. La métaphore d'interaction, c'est quoi une métaphore? C'est comme une transposition. Donc, si l'utilisateur, vous êtes en train de capter le mouvement utilisateur avec une caméra ou une Kinect ou un autre périphérique avec lequel on peut capter le mouvement, donc une action ou un signe ou un mouvement de l'environnement de l'utilisateur dans l'environnement réel, dans l'environnement virtuel va se traduire comment? D'accord? Une métaphore d'interaction qui est la plus utilisée, que vous avez le plus, vous utilisez, depuis que vous utilisez vos machines ou votre ordinateur, c'est quoi? C'est la petite flèche de la souris. D'accord? Quand vous faites bouger votre souris, vous faites bouger en fait la souris, donc sur le périphérique souris, dans le monde réel. D'accord? Dans l'interface, vous avez quoi? La traduction se traduit comment? Du mouvement se traduit par le mouvement de la petite flèche. Donc cette flèche-là, c'est la métaphore d'interaction que vous utilisez pour interagir avec votre PC. D'accord? Les applications qui sont sur votre PC. Donc ça, c'est une métaphore d'interaction. Donc la métaphore d'interaction, c'est les ensembles de techniques d'interaction qui utilisent un outil virtuel. Voilà. Donc, la flèche, c'est un outil virtuel. D'accord? Donc, on va voir quels sont les outils virtuels qu'on peut utiliser ou bien quels sont qui sont les plus utilisés en réalité virtuelle. Alors, il y a plusieurs classifications des techniques d'interaction. Maintenant, nous allons voir les techniques d'interaction. Il y a plusieurs façons, plusieurs classifications. Nous allons aborder la classification la plus utilisée. D'accord? Donc, interaction, qu'est-ce que ça veut dire interaction? Donc, pour nous, interaction, c'est une navigation ou bien une sélection ou une manipulation ou une mise à l'échelle ou un contrôle d'application. Je dis ou, c'est pas ou exclusif. Parce que dans un environnement virtuel, on a besoin de naviguer, de sélectionner, de manipuler, de mettre et de contrôler notre application. D'accord? Maintenant, nous allons voir c'est quoi une navigation. D'accord? C'est quoi une navigation? Donc, naviguer dans un monde réel, l'utilisateur a besoin de se déplacer dans la scène virtuelle. C'est pareil, c'est comme dans le monde réel. Puisque naviguer, c'est quoi? Naviguer, c'est comme visiter. D'accord? Naviguer, c'est se déplacer. Donc, l'action se déplacer va pour nous, dans un environnement virtuel, bouger la tête sans changer de position, juste changer l'orientation de la tête, c'est ce qu'on appelle un changement de point de vue. D'accord? C'est le changement de point de vue. Donc, juste bouger la tête. C'est aussi un déplacement pour nous, c'est une navigation. D'accord? Se promener dans un parc, visiter un musée, donc là, ça va se déplacer. D'accord? Donc, on peut se déplacer, on va dire, de faire de petits déplacements dans la scène, comme on peut faire de grands déplacements. Si vous avez, par exemple, une scène qui est très grande, vous allez vous déplacer d'une partie à une partie. D'accord? Comme, par exemple, se déplacer d'une planète à l'autre. Donc, naviguer, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent de connaître sa position, d'accord, par rapport à un système de référence. Bien sûr, il y a un repère, d'accord, qu'on utilise à chaque fois. Donc, le déplacement représente la composante motrice de la navigation. Il se rapporte au déplacement physique de l'utilisateur d'un endroit à l'autre. D'accord? Ça peut être une recherche d'itinéraire. Donc, chercher par où aller. D'accord? Et donc, si on parle juste de déplacement, ça veut dire je me déplace d'une position X à une position X plus 1. D'accord? X plus delta X. Par contre, la recherche d'itinéraire, j'ai besoin, d'avant de me déplacer, j'ai besoin de connaître où est-ce que je vais aller. D'accord?
Et là, je vous avais dit la dernière fois, donc, tout ce qui se rapporte à la réflexion au cerveau, on l'appelle cognitive. Et donc ça, c'est la partie cognitive de la navigation. C'est pour ça que le fait de se déplacer, c'est la composante motrice, parce que le déplacement, c'est le moteur. Par contre, la recherche d'itinéraire, c'est la composante cognitive de la navigation. Par exemple, si vous faites... donnez-moi des exemples. On a des applications, on a besoin de se déplacer de façon motrice et de réfléchir où est-ce que aller, où aller, et donc là, utiliser une composante cognitive. Là, on vous dit que l'utilisateur, dans une composante cognitive, se pose des questions. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je dois aller? Et comment arriver à l'endroit où est-ce que je vais? Des exemples. Oui, très bien. Oui, camarade dit jeu de labyrinthe. Oui, eh ben oui, on se pose tout le temps la question, surtout la question où est-ce que je suis dans un labyrinthe. C'est difficile de se repérer. D'accord, un musée virtuel. Donc, on se déplace dans un musée. Est-ce qu'on est guidé ou pas dans un musée? Est-ce qu'on se pose cette question? Généralement, dans les musées, au réel, hein, les musées, on a un guide. Donc, dès qu'on rentre, on a un guide qui vient nous accompagner. D'accord. Donc, on va dire quand c'est, on va le voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une navigation libre. Ce n'est pas une navigation assistée. Très bien. Un autre exemple? Ok, très bien. Les autres? Allez, un exemple. Où on a besoin d'avoir une composante cognitive. Vous pouvez nous expliquer un jeu à quête, comment ça se passe? Madame, il y a des jeux où, par exemple, on a une quête et on doit faire on doit se déplacer d'un personnage à un autre et on doit savoir où on est pour finir la quête, par exemple. D'accord, très bien. Si on sait à chaque fois où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on doit aller, donc la composante cognitive est impliquée. Les autres?
Alors, merci pour ceux qui ont donné les exemples. Les autres, j'espère que vous êtes là. Alors, quand on navigue, d'accord, donc on avait dit, c'est se déplacer. Quand on se déplace, il y a des caractéristiques du mouvement, d'accord. Premièrement, la vitesse de déplacement. Si on se déplace, c'est qu'on se déplace avec une vitesse. La précision d'exécution. Car si on s'est déplacé d'une position X à une position plus delta X, il faut que le delta X soit le plus petit possible. D'accord. La précision. La conscience spatiale. La conscience spatiale, ça veut dire l'utilisateur a connaissance de sa position, de son orientation dans l'environnement virtuel pendant la navigation. Donc, à chaque fois qu'il se déplace, il sait où est-ce qu'il est. D'accord. Et une fois arrivé à destination, donc après la navigation, il sait où est-ce qu'il se retrouve. D'accord. Donc, il a connaissance de son espace. La facilité d'apprentissage. C'est la capacité d'un utilisateur débutant à s'approprier la technique de navigation. D'accord. Ça veut dire que si je vais utiliser l'application pour la première fois, rapidement, je dois comprendre ce que je dois faire pour me déplacer dans l'environnement virtuel. Donc, quelle est l'action à faire au réel pour effectuer un déplacement dans l'environnement virtuel? La facilité à apprendre la chose, d'accord? À apprendre à faire ce mouvement. Mais aussi la facilité d'utilisation, donc la facilité à faire ce mouvement. D'accord? La capacité de l'utilisateur à collecter les informations sur l'environnement pendant le déplacement. Est-ce qu'il se rend compte facilement où est-ce qu'il est pendant qu'il se déplace? D'accord? La présence virtuelle, c'est le sentiment d'être immergé ou habité dans l'environnement virtuel. Et le confort de l'utilisateur. Ça veut dire que c'est ergonomique, donc votre application est assez ergonomique et que l'utilisateur l'utilise de façon agréable. Donc, c'est agréable à l'utilisateur d'utiliser votre application. Donc, nous sommes en train de parler des caractéristiques de la navigation. Donc, qu'est-ce qui définit une bonne navigation? On a dit la vitesse de déplacement. On a parlé de la précision d'exécution, la conscience spatiale, la facilité d'apprentissage, la facilité d'utilisation, la capacité de l'utilisateur à collecter les informations pendant le déplacement, la présence virtuelle et le confort utilisateur. Donc, ce sont les caractéristiques auxquelles vous devez faire attention quand vous allez définir votre navigation. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait on avait parlé tout à l'heure, d'accord, de périphérique. D'accord? Une fois, quand on a parlé d'interaction, on avait dit l'interaction, c'est la couche qui vient entre application et matériel, et que pour effectuer une interaction, on nécessite un intermédiaire, une interface qui est un périphérique. D'accord? Maintenant, quand on a parlé ici dans les caractéristiques, on a parlé de la facilité d'utilisation et nous avons parlé de la facilité d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui va faire que notre application est facile à apprendre ou facile à utiliser? C'est la technique d'interaction que nous avons adoptée. D'accord? Donc, si on avait dit une navigation, c'est un déplacement. Comment l'utilisateur se déplace dans le monde réel? Comment on a l'habitude de se déplacer dans le monde réel? Comment les humains se déplacent? La marche, très bien. Donc, on utilise la marche pour se déplacer dans l'environnement virtuel. Oui, très bien. On se déplace par la marche. Maintenant, pour avoir un environnement virtuel ou une technique de navigation qui va être facile à apprendre, ça veut dire facile à apprendre, c'est quoi? C'est aller vers l'intuitif. Donc, l'utilisateur, intuitivement, pour se déplacer, il va marcher. Donc, autant garder cette même action, donc le déplacement, pour effectuer un déplacement dans l'environnement virtuel. Ça veut dire qu'un utilisateur va marcher dans le monde réel. Quand il va marcher, l'application détecte le mouvement de la marche
et ça va être traduit, d'accord, par le paradigme qui est une marche virtuelle, d'accord. Pour faire ça, il nous faut des périphériques adaptés. Pour le faire, il nous faut des périphériques adaptés. Donc, quel périphérique me permet de capter le mouvement de la marche, d'accord. On peut utiliser des capteurs sur l'utilisateur. Donc, on utilise des capteurs sur l'utilisateur. Vous allez voir en fait qu'il y a des articulations clés qui sont captées. Là, regardez, il y a des semelles. Il y a des semelles munies de capteurs qui sont mises dans la chaussure. Le genou est capté, la hanche est captée. Donc, un petit peu tout le squelette est capté pour simuler le mouvement de la marche. D'accord. Comme on peut utiliser ce qu'on appelle les tapis. Donc, il y a les tapis multidirectionnels. Donc, on peut se déplacer sur différents axes. Il y a le tapis unidirectionnel. On peut utiliser juste dans un seul sens. D'accord. Bon, après, bon, une des plus anciennes, on va dire périphériques. Bon, comme ça, il y a un périphérique sphérique, pardon. C'est le cybersphère qui est utilisé pour la marche. On peut aussi utiliser si le mouvement, par exemple, si on utilise un vélo, donc on va mettre exactement un vélo et capter l'utilisateur pour voir le mouvement du vélo. Donc là, c'est de la marche à pied, d'accord. Ça, c'est un déplacement avec vélo, par exemple. D'accord. Comme on peut aussi utiliser des caméras, d'accord. Donc tout à l'heure, on avait cité la Kinect. Avec la Kinect, on peut capter le mouvement du squelette de l'utilisateur. D'accord. Donc on capte le squelette utilisateur. On n'a pas besoin de capteur à mettre sur l'utilisateur. Donc c'est une capture sans marquage. On capte juste le squelette utilisateur et on peut l'utilisateur va faire son mouvement de marche intuitif et ça sera transporté, bien transféré ou traduit dans le mouvement virtuel. D'accord. Ça, c'est le plus intuitif. Pourquoi on dit que c'est intuitif? Parce que intuitivement, c'est ce qu'on fait. Les humains, c'est comme ça qu'ils se déplacent. D'accord. Maintenant, on peut perdre en intuitivité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les périphériques. Quand on n'a pas les périphériques, il faut bien trouver un plan B. D'accord. Dans le plan B, nous allons utiliser, par exemple, là, c'est des gants. C'est ce qu'on appelle les gants de pincement. Donc là, ce n'est pas la marche qui est captée, mais c'est le mouvement des mains qui est capté. Après, on va se dire, voilà, la distance entre mes deux pincements, c'est la distance parcourue par l'utilisateur, par exemple. D'accord. Et là, vous allez voir, là, vous avez compris, c'est pas du tout intuitif. D'accord. On peut utiliser une maquette. Donc là, on a une maquette, d'accord, au réel, avec un stylo. Donc quand on déplace le stylo dans la maquette, donc la maquette, c'est une traduction de l'environnement virtuel. Le déplacement du stylo dans la maquette réelle, ce sera un déplacement de mon objet dans le monde virtuel. D'accord. Et là, on perd aussi, c'est pas intuitif. D'accord. Alors, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Vous voyez le partage?
un des dernières technologies des périphériques de capture de marche. L'utilisateur il est immergé dans son environnement avec son casque VR et il se déplace sur un tapis. Ça c'est un périphérique celui que je vous ai montré. Par contre, regardez, il est non seulement multidirectionnel, et on peut même sauter, on peut faire de la marche arrière. Regardez, on bouge, on fait sa rotation. 15 seconds remaining. Alors ça s'appelle le Omni One. D'accord, donc c'est le tapis VR Omni One, apparu en 2020. Donc c'est l'un des derniers. C'est l'un des derniers tapis et vous avez vu que ça assure un confort utilisateur. C'est très ergonomique. D'accord. Donc voilà, vous voyez une surface de marche qui est petite, mais on peut utiliser plusieurs directions de mouvement. Marche avant, marche arrière. On fait une rotation, donc l'utilisateur fait sa rotation, il change de sens de mouvement avec l'axe comme ça qui est rattaché sur le dos. Donc il est capté par un gilet, donc muni de capteurs. Il a des capteurs dans les chaussures et des périphériques aussi dans les mains. Et en plus, bon, il est immergé avec son casque. Alors, regardez, celui-là, c'est un prototype destiné home, hein. Donc c'est pour une utilisation personnelle. Donc, pour les gamers, ça doit être, voilà. Donc là, c'est un public ciblé pour une utilisation personnelle. Donc, c'est même pas dans des salles VR. C'est pour une utilisation personnelle. Vos impressions? Vous en pensez quoi? Ah, it's a reality. Donc, ça, c'est bien réel. Donc, c'est bien plus du prix. Est-ce qu'on doit trouver quelque part? Voilà. Donc, le prix, voilà. Donc, c'est pour un confort, c'est pour une utilisation personnelle. Donc, vous voyez que le prix, il est dans les 2000 $. D'accord? Qui reste, ça, c'est accessible, hein. Bon. Donc, déjà, 2000 $, je pense, pour une salle VR, c'est accessible. D'accord. Mais après, pour les utilisateurs, vraiment, il faut être accro et avoir les moyens pour dépenser 2000 $ dans un périphérique pour les jeux. Bon, je pense que pour les gamers, il y en a qui peuvent peut-être se permettre ce genre d'outils, enfin, de gadgets, on va dire. D'accord. Alors, si on revient à l'interaction. Oui, voilà, pour les gamers, c'est pas.
Voilà, donc ça reste un outil qui reste accessible à 2000 $, ça reste accessible. Après, si c'est des salles dédiées à la réalité virtuelle, si c'est un commerce, donc c'est un investissement. Donc, c'est aussi un investissement qui est à rentabiliser, mais c'est un investissement qui est, on va dire, passionné. Alors, si on revient aux caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure, alors quand on parle de facilité d'utilisation, de confort utilisateur, de facilité d'apprentissage, bien sûr, vous avez compris, quand on utilise ce genre de périphérique, on va gagner et gagner en beaucoup, d'accord? J'ai pas besoin de prendre du temps pour faire utiliser. Je fais intuitivement ou bien naturellement pour me déplacer, c'est marcher. D'accord? Donc, j'ai pas besoin d'apprendre. C'est facile d'apprendre pour moi. C'est facile à utiliser. D'accord? Je le fais facilement. Il y a pas, j'ai pas un effort à faire pour l'utiliser. Et puis, c'est confortable pour moi. Donc là, j'ai ergonomique. Par contre, si on va vers les gants de pincement ou bien une maquette 2D ou une maquette 3D physique avec laquelle je vais interagir pour pouvoir naviguer, bien sûr, je vais prendre du temps et de l'effort à apprendre. Si c'est pour naviguer, me déplacer, je dois, euh, au contraire, au lieu de bouger les jambes, je vais plus bouger mes mains. Donc là, je vais me perdre pratiquement. D'accord? Je vais être un peu déboussolée au début. Donc il va falloir prendre du temps pour apprendre à le faire. C'est pareil en fait, ce ne sera pas facile à utiliser parce que ce n'est pas ce que je fais habituellement pour marcher. À la limite, si on utilise un périphérique, je me dis je vais cliquer sur un bouton pour me déplacer sur un axe ou bien cliquer sur un autre bouton pour me déplacer sur un axe, c'est-à-dire on parle aussi, regardez, on parle aussi de charge cognitive. La charge cognitive, c'est quoi? C'est combien, par exemple, je vais pouvoir ou je vais devoir faire travailler mon cerveau pour utiliser ce périphérique. D'accord? Si c'est pour marcher, pour moi, c'est zéro effort cognitif. Donc, la charge cognitive est faible. Par contre, si je vais utiliser des gants où je vais déplacer les mains pour pouvoir me déplacer dans l'environnement virtuel, la charge cognitive va être élevée. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'utiliser mon cerveau, me concentrer et faire attention, et apprendre. Et donc là, c'est 1000 opérations qui vont se passer dans mon cerveau. Et donc, on va dire que la charge cognitive est élevée, d'accord, pour utiliser ce périphérique-là ou pour interagir de cette façon-là, la charge cognitive va être élevée. Donc, c'est un terme qu'on entend souvent, donc d'accord, la charge cognitive par rapport à un périphérique, par rapport à une méthode. En réalité virtuelle, quand c'est une transposition du réel, donc ça peut être une simulation, il faut vraiment que ce soit un outil ou bien que votre outil, votre application au total, permet à l'utilisateur de l'utiliser avec une charge cognitive faible. D'accord? S'il a besoin de l'utiliser. Parce que l'utilisateur va être fatigué, va se lasser et donc il va abandonner l'utilisation de votre application. Je vous disais par rapport aux manettes, on va dire par rapport à une certaine catégorie d'utilisateurs, ils ont déjà appris à utiliser les manettes. Donc, à fur et à mesure qu'ils jouent, par exemple, les gamers, ils ont appris à utiliser des manettes et après, ça devient intuitif. D'accord? Ça devient facile. Au bout d'un certain moment, ça devient facile à utiliser, même si c'était au départ difficile à apprendre. D'accord? Alors, euh, vous vous rappelez tout à l'heure, quand on avait parlé du mouvement, donc là, tout à l'heure, depuis un certain moment, on ne parle que du déplacement, mais on avait dit que la navigation, c'est pas juste se déplacer. La navigation, c'est aussi le changement de point de vue. Ce qu'on appelle le changement de point de vue, ça veut dire que la direction du regard a changé. D'accord? Donc, l'utilisateur peut ne pas changer de position, mais il change quelle partie de la scène virtuelle est en train de regarder. D'accord? Ce qu'on appelle le changement de point de vue. Alors,
Donc, on avait dit, voilà, naviguer, c'est l'action qui va de bouger sa tête pour changer de point de vue à se déplacer. Après, il y a de petits déplacements, comme il y a de grands déplacements. D'accord? Alors, donc, si j'ai besoin de changer de point de vue ou bien de changer de position, il va falloir déterminer une direction. Si je change de point de vue, ça veut dire que je regarde dans une direction. Si je change de position, si je vais me déplacer, je me déplace dans une direction. Donc, comment déterminer la direction du mouvement? C'est de choses intuitives ou on était en train de parler de périphérique, de manette, un joystick. On peut utiliser un joystick pour pouvoir passer. J'applique sur moins X. C'est pareil sur et on va déterminer la direction. D'accord? C'est quel point? Généralement, le point de vue, c'est la tête. D'accord? C'est l'orientation de la tête. Donc, on va plus traquer la tête. Donc, déplacer le point de vue et déterminer par la posture de la tête, déterminer la direction du regard. On va déduire la direction du regard. On dit, si ma tête est orientée à une orientation plus 30 par rapport à l'axe X, ça veut dire que je suis en train, mes yeux, mon regard, sont plus en train de regarder dans ce sens-là, dans cette direction-là. D'accord? Et donc là, nous aurons besoin de traquer la tête. Par exemple, tous les casques VR, je veux dire casque, c'est pas VR box, tous les casques VR incluent un module gyroscope, d'accord, qui permet de capter l'orientation de la tête. Donc, si je suis par exemple avec un Oculus ou autre, il y a automatiquement un gyroscope à l'intérieur qui me permet de capter la direction de la tête. Si je vais plus sur une VR box, il va falloir que mon téléphone inclue un gyroscope. D'accord? Donc, il y a des téléphones qui incluent des gyroscopes. Déjà, pour détecter l'orientation de l'écran, c'est un gyroscope. D'accord? Donc, pour avoir la direction du déplacement, ou la direction du mouvement, ou la direction de la navigation. Normalement, j'ai capté là d'utilisateur. J'utilise la notion de la main pour définir l'orientation du déplacement, bien la direction de mon déplacement. Par exemple, je vais me déplacer à droite, et si plus à gauche. Et donc là, voilà. C'est pas intuitif, et donc ça ne va pas être facile à apprendre à l'utiliser, ni à utiliser. Alors, d'autres personnes, alors à chaque fois, je suis en train de vous citer des recherches, hein, d'accord, des techniques qui sont apparues à différents moments. Donc là, il y en a qui ont utilisé plutôt le torse. On se dit, voilà, je vais, mis à part le changement de point de vue où c'est clair que j'utilise la tête, si je vais me déplacer, c'est-à-dire que le corps et donc le torse aussi va être engagé dans une direction. Et donc là, je vais plus utiliser par exemple un gilet ou des capteurs sur le torse pour capter la direction du mouvement.
ou bien on va être sur une méthode qui est la moins intuitive, c'est utiliser, comme tout à l'heure, vous avez dit, une map. Ça peut être en 2D comme en 3D. Et là, je vais utiliser un place dans la map, dans la maquette. Et ça va se traduire dans le déplacement sur le monde virtuel. Est-ce que c'est clair pour le moment? Donc, on était en train de parler de la direction du mouvement. Donc là, on avait parlé de ce que c'est qu'un déplacement, ce que c'est qu'une navigation. Ensuite, on va définir comment naviguer. Donc, on avait dit qu'on a besoin de périphériques, car pour capter le réel, dans la partie réelle, on a besoin de périphériques. Ça peut être périphérique de marche, intuitif comme d'autres périphériques. Et pour l'utilisation de ces périphériques, nous avons besoin de déterminer la position courante de l'utilisateur, mais aussi la direction du mouvement. Il va se déplacer dans quel sens? D'accord? Maintenant, une fois qu'il s'est déplacé, il va se déplacer à quelle vitesse du déplacement? Donc la vitesse du déplacement, c'est clair, c'est clair en fait, c'est connu pour tout le monde. La vitesse, c'est le déplacement, donc la quantité du déplacement par rapport au temps qu'on a pris. Ce déplacement, une position de l'utilisateur. Et donc là, il suffit de faire un calcul par rapport au temps qu'aura pris ce déplacement. Maintenant, si on est sur d'autres métaphores, en fait, si on a utilisé les gants de placement, par exemple, on est en train de capter les mains pour déterminer le déplacement, ça va être plus la distance entre les deux mains qui va dire est-ce que c'est un déplacement qui est rapide ou pas. Donc là, c'est par rapport à la distance entre les deux mains, par exemple. Alors, si voilà, donc là, c'est pas intuitif. Maintenant, si c'est intuitif, c'est plutôt l'utilisateur qui est capté. Et donc, on va plus prendre, par exemple, on va capter le genou. On va dire c'est la vitesse qu'auront pris les genoux à monter et descendre. Donc, la vitesse du mouvement du genou détermine la vitesse du déplacement. D'accord? Bien sûr, depuis tout à l'heure, en fait, dans toutes les techniques qu'on a vues, plus c'est intuitif, plus c'est facile à utiliser, plus l'utilisateur va être immergé, plus ça garantit un confort utilisateur, d'accord? Plus notre application aura plus de chances à être utilisée, d'accord? En avoir la vitesse du déplacement comme pour la direction du mouvement, on peut aussi utiliser les maquettes pour dire donc là la vitesse avec laquelle on va déplacer le stylo, par exemple, dans la maquette, va faire la vitesse du déplacement dans le monde réel. Alors, tout ce qui est maquette est ce qu'on appelle monde en miniature, d'accord? World in miniature. C'est exactement le même monde virtuel, on va le représenter par une maquette, d'accord? Donc, quand on n'a pas les périphériques adaptés pour naviguer dans le monde virtuel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, donc la personne avait dit que
on utilise une navigation, on n'a pas de guide. Donc, on n'a pas le guide qui va nous faire visiter le musée. Et donc, on est dans une navigation libre, ce qu'on appelle une navigation libre. Quand est-ce qu'on parle d'une application avec une navigation libre? Quand l'utilisateur ne connaît pas précisément sa direction. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'application, il n'y a rien dans le monde virtuel qui lui dit d'aller par là ou par là. D'accord? Il n'y a pas d'indication. Et donc, lui, il se déplace comme il veut et il découvre et explore le monde virtuel. D'accord? Il n'y a rien qui l'assiste. Par contre, dans le cas contraire, on parle de navigation assistée. Dans une navigation assistée, l'utilisateur avance dans le monde virtuel pour aller à un endroit bien précis. Ça veut dire que là, l'application, l'environnement lui définit sa cible et lui définit la trajectoire. Comment arriver à cet environnement-là? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'applications de réalité virtuelle d'environnement? D'accord. Le flight, il est dans quelle le flight, il est dans quelle navigation? Libre ou assisté? C'est assisté. Oui, parce que tout ce qui est simulation, donc c'est une transposition du réel et généralement on utilise la simulation pour l'apprentissage. Dans ce cas-là, c'est une simulation pour l'apprentissage et donc il faut assister l'utilisateur parce que c'est clair qu'un apprentissage guidé, d'accord, on obtient des résultats plus facilement ou plus rapidement, on apprend plus vite quand on est guidé que quand on est livré à soi-même. Merci pour l'exemple. Les jeux open world. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi le concept de ces jeux? D'accord. Oui. Donc c'est là, si c'est pour explorer, c'est clair, ça doit être une navigation libre. Très bien, merci. Les autres, c'est toujours les mêmes personnes qui interagissent. Les autres sont où? Allez, un exemple s'il vous plaît. Reconstitution, donc c'est une visite virtuelle, c'est ça? De lieux historiques. En fait, c'est pareil. Donc, on doit dire, est-ce qu'il y a un guide ou il n'y a pas de guide? Il vaut mieux, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit guidé. Parce que si on visite un lieu historique, c'est pour avoir les informations. Donc, c'est pour comprendre et avoir une information. Généralement, dans le réel, hein, quand il y a un lieu historique, par exemple, le Colisée. Vous connaissez le Colisée de Rome? Le Colisée de Rome, par exemple, ou bien ça doit être pareil en fait dans tous les sites, que ce soit, ou bien on va dire un autre exemple,
Vous êtes, je pense, plus orienté peut-être Asie. Donc, on va dire les sites en Chine. Donc, en Chine, il y a des temples. D'accord? Donc, on peut visiter aussi des temples. Et c'est un espace historique donc à l'air, d'accord? Donc en plein air. Et les utilisateurs, donc habituellement, ont des audio guides. D'accord? Donc vous n'avez pas vraiment de guide, mais quand on veut faire la visite, donc on prend avec nous, donc on paye un service qui est un audio guide. On met des écouteurs et en fonction de nos déplacements, d'accord? Il y a des audio guides, il y a des audio guides qui, euh, qui utilisent la localisation GPS, je suppose, des personnes. Et en fonction de sa localisation, il lui donne une description, d'accord? Une description d'où est-ce qu'il est. Donc, si on transporte ça dans un environnement virtuel, ça va être une visite au virtuel, se déplace librement, effectivement, il se déplace librement. Mais en fait, il y a un enchaînement. Pour certains sites, il y a un enchaînement. C'est-à-dire qu'il passe par un lieu, il y a une description du lieu. Ensuite, le prochain, il a une relation. Donc, la suite, il a une relation avec la position où est-ce qu'il était. Mais il peut choisir où est-ce qu'il part. Donc, il n'est pas contraint. C'est vrai qu'il n'est pas contraint. Il n'est pas contraint, mais il est assisté. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà où est-ce que vous êtes. Et le prochain, par exemple, le prochain monument, c'est celui-là, avec voici sa description. Voilà. Oui. Oui, voilà, par exemple. Il n'est pas contraint. C'est vrai qu'il se déplace librement, mais il est assisté. C'est-à-dire qu'il est assisté dans le sens où on lui dit, voilà, il y a un sens dans la visite, donc il faut partir par là, par là. Sinon, il risque de se perdre aussi, parce que c'est des lieux qui sont assez grands, d'accord? Et pour ne pas qu'il se perde, il est quand même assisté. Après, ça dépend, hein. Ça dépend des sites. D'accord? Si c'est un site qui est assez petit, je pense qu'il peut, ou bien dans un site où il n'y a pas d'enchaînement à suivre, par exemple. À mon avis, on peut le voir des deux façons. Ça peut être en navigation libre, comme ça peut être en navigation assistée. Mais à mon sens, quand c'est un lieu comme ça où on cherche à avoir des informations, il vaut mieux être assisté. Parce que sinon, on se perd. Donc, avoir des indications où est-ce qu'il faut aller. D'accord? C'est dans ce sens-là que je dis assister. Merci pour l'exemple. En tout cas, ça nous a permis de se poser des questions. Alors, merci à tous pour les exemples. Donc, voilà, dans une navigation libre, donc on a le choix de la direction pour la cible du mouvement. On a le choix de la vitesse, l'accélération du mouvement, et on a le choix des conditions d'entrée. Après, dans une navigation assistée, l'utilisateur doit connaître sa cible, sa destination ou son déplacement, où est-ce qu'il veut aller. Il sélectionne sa destination. Donc, on peut l'utiliser de différentes façons. Là, c'est juste un exemple en l'utilisant sur une maquette ou sur un monde en miniature. Alors, il y a un déplacement qu'on n'a pas encore discuté, donc on n'a pas parlé d'un déplacement, c'est la téléportation. La téléportation, donc ça n'a rien à voir avec assister, d'accord? Donc téléportation, généralement, c'est assisté finalement, parce que quand on se téléporte à une destination précise, d'accord? On connaît où est-ce qu'on se téléporte. Quand est-ce qu'on utilise la téléportation, à votre avis? Vous avez compris ce que c'est qu'une téléportation?
Donc, on change. Bravo, voilà. C'est quand on a des maps. Voilà. C'est quand on a des maps qui sont grands, d'accord? Par exemple, vous avez je sais pas, un jeu où vous avez votre map ou votre scène qui est très grande. Et donc, l'utilisateur, pour passer d'un endroit à l'autre, puisque par exemple, donc là, le point de vue, on lui montre une partie de la scène. Mais pour qu'il se déplace pour partir à l'autre bout de la scène, il va falloir qu'il ne peut pas parcourir toute la map. On va faire une téléportation. Donc, on va lui changer de position. En peu de temps, comme dit votre camarade, en fait, c'est pratiquement instantané. Et il change de position et du coup, il va parcourir ou bien découvrir une autre partie de la scène, de la map. Alors, le problème dans la téléportation, c'est quand on change comme ça de vue, d'accord, ça peut donner un malaise en fait à l'utilisateur, d'accord. C'est pas très agréable de changer comme ça instantanément de scène ou de vue. Alors, pour résoudre ce problème, on va plus faire une téléportation genre une téléportation ou genre Superman. Donc, on va voler au-dessous de la scène ou de la map. Donc, l'utilisateur va avoir un petit aperçu, d'accord, de la distance qu'il a parcourue, même si c'est rapide, d'accord. Il aura vu qu'il a passé quelque chose, d'accord, qu'il a survolé une partie, par exemple, d'accord, pour arriver à l'autre partie de la scène. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une téléportation. Et la façon la plus agréable, on va dire, à l'utilisateur d'utiliser une téléportation, c'est de le faire voler au-dessous pour qu'il puisse voir un petit peu ce qu'il a parcouru. D'accord. Pour qu'il ait une impression de ce qu'il a parcouru. Alors, en navigation assistée, on avait cité les exemples. Là, je vais vous citer juste un petit exemple où, regardez, donc là, la scène, elle est plus grande. On va dire à l'utilisateur de se limiter par exemple à cette partie de la scène. Donc, comme ça, on l'a assisté. D'accord. Le fait de lui délimiter une surface, on l'a assisté. D'accord. Alors maintenant, avant de passer à autre chose, est-ce que vous avez des questions? Donc là, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est par rapport à la navigation. Vous vous rappelez, on est en train de parler d'interaction. Dans les interactions, nous avons dit qu'il y a une décomposition en navigation, sélection, manipulation, mise à l'échelle, contrôle d'application. On a parlé de la navigation, du premier élément qui est navigation. Est-ce que c'est clair pour tout ce qui est navigation? Très bien, merci. Maintenant, on passe à la sélection. Donc, sélectionner. L'action, c'est sélectionner. Et donc, c'est comme en fait une sélection que vous utilisez sur vos interfaces en 2D. Donc, sélectionner pour manipuler. Donc, ce qu'on appelle la sélection pour la manipulation. Donc, sélectionner un objet pour pouvoir le manipuler. C'est exactement pareil en fait. On revient à l'intuitif et on va sélectionner en réalité virtuelle comme on sélectionne dans le monde réel, comme intuitivement on fait pour sélectionner. Donc sélectionner, c'est désigner, d'accord, un objet ou un ensemble d'objets afin d'accomplir un objectif à faire, afin de faire quelque chose. On sélectionne et on valide. Valider, on peut utiliser commande vocale, presser un bouton, un geste, d'accord. On a sélection et valider la sélection. Donc, on a dit sélection, c'est désignation. D'accord. La manipulation, maintenant, quand on a sélectionné, donc on a désigné un élément de la scène, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, on va le manipuler. D'accord. Manipuler, c'est par exemple changer de propriété. Changer de propriété, ça peut être quoi? Le faire déplacer. D'accord. Lui changer de position, d'orientation, lui changer de couleur, lui changer d'échelle, lui changer de texture. Donc, faire une action avec. D'accord. On l'a sélectionné, on le manipule, donc on fait des actions avec.
Alors, comment on classe les techniques? Donc, il y a deux classifications. Nous allons citer la classification par métaphore. C'est celle qui est la plus utilisée. C'est la classification par métaphore. Dans la classification par métaphore, on a deux techniques. L'exocentrique et l'égocentrique. Donc, exocentrique, le monde virtuel est contrôlé par l'extérieur. C'est égocentrique, c'est qu'il est contrôlé à l'intérieur de l'environnement virtuel. Et là, on se base sur deux métaphores, qui est la main virtuelle et le pointeur virtuel. Donc, quand on parle d'égocentrique, on avait dit main virtuelle et rayon virtuel. Donc, si on parle de préhension, la préhension, c'est quand on utilise la main virtuelle. Intuitivement, nous, dans le monde réel, pour sélectionner un objet et pour le manipuler, on va le toucher avec la main. D'accord? Donc, c'est exactement la même métaphore. Dans le monde virtuel, nous allons modéliser une main, d'accord? La main de l'utilisateur, pour pouvoir manipuler les objets avec. Donc, ça, c'est la métaphore de la main virtuelle. C'est une technique qui est très simple, elle est naturelle, elle est intuitive. Le problème, c'est que quand j'utilise des objets avec ma main, je ne peux sélectionner que les objets qui sont distants de mon corps, en fait, la longueur de mon bras. Maintenant, pour y remédier, il y a une méthode on l'appelle GoGo, puisqu'on est au virtuel, d'accord? Donc, ça permet de faire une extension du bras, donc le bras va s'allonger pour pouvoir utiliser ou manipuler des objets qui sont loin, par exemple. D'accord? C'est comme Monsieur Gadget, si vous connaissez. Il a son bras qui va s'étendre. Donc, voilà, donc, on va sélectionner des objets qui sont proches de nous. Quand c'est loin, d'accord, quand il se trouve à une distance plus grande que le bras va s'étendre, d'accord, comme ça. Il va s'allonger pour pouvoir sélectionner l'objet, c'est ce qu'on appelle la méthode du Go. D'accord, on peut faire autrement. Alors, ça, c'est une façon de faire, c'est d'utiliser le Go. Alors, on est toujours dans l'égocentrique, d'accord. On a utilisé la main virtuelle, on avait dit. Là, par exemple, tout ce qui est, on utilise le corps, par exemple, quand on utilise un casque, on modélise le reste du corps, d'accord? Donc la main et le reste du corps. C'est comme si que l'utilisateur se voit lui-même, d'accord? Ça aide à gagner en immersion, par exemple. Donc là, on va manipuler les objets avec la main. Si on ne peut pas le faire, d'accord, ça c'est la façon la plus intuitive. Si on ne veut pas le faire, on va l'utiliser avec ce qu'on appelle un rayon virtuel. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé quand on utilise la souris, on utilise la manipulation de la souris se traduit par la petite flèche. D'accord? Et donc cette flèche, c'est ce qu'on appelle un rayon virtuel. C'est facile à utiliser et puis on l'a utilisé toute notre vie. D'accord? Donc, ça y est, on a appris à l'utiliser. Donc là, c'est devenu facile à utiliser. D'accord? C'est pareil, en fait. Là, on peut utiliser comme ça un rayon, d'accord, pour manipuler les objets. Quand ça devient loin, en fait, il y a le rayon qui s'agrandit ou bien on va faire une mise à l'échelle pour rapprocher les objets. Quand les objets sont trop petits, on va plus utiliser un cône qu'un rayon, d'accord, qu'une flèche, par exemple. Ou bien quand les objets sont cachés par d'autres, on utilise ce qu'on appelle un rayon flexible. Donc, le rayon va se courber pour pouvoir manipuler les objets qui se trouvent derrière. D'accord? Après, on peut aussi utiliser, au lieu que ce soit un seul rayon, on va en utiliser deux. D'accord? C'est un peu comme le mouvement de la main réelle. Et on va utiliser ce qu'on appelle une baguette chinoise. D'accord? Donc, ce n'est pas un seul rayon, mais c'est deux avec lesquels on va pouvoir sélectionner les objets et pour les manipuler.
Celle-là, alors, vous vous rappelez, on est en train de parler de sélection sélection pour la manipulation. Donc, on avait parlé des méthodes qui sont égocentriques, donc à l'intérieur même du monde virtuel. Quand on ne peut pas le faire, on va utiliser, donc on revient en maquette, donc au monde en miniature. Et là, c'est en dehors de l'environnement virtuel parce qu'on va manipuler la maquette. Et donc, c'est exocentrique. D'accord? Ça peut être, voilà, un monde en miniature, comme c'est une petite maquette. Comme je peux aussi manipuler en utilisant ce qu'on appelle les poupées voodoo. Donc, c'est l'utilisateur, si c'est centré utilisateur, je vais utiliser, au lieu d'une maquette, je vais utiliser une poupée. Et donc, je vais manipuler mon utilisateur en fonction de la manipulation de cette poupée. Après, voilà, on a vu les techniques simples. Après, il y a des hybridations. Quand on hybride, c'est qu'on va composer entre deux techniques pour pouvoir, par exemple, allier les deux caractéristiques des deux techniques, ou bien pour qu'une technique complète l'autre. On peut citer Homer qui a utilisé, il a manipulé les deux, main virtuelle et le rayon virtuel pour sélectionner, ou bien, comme tout à l'heure, je vous avais dit, quand c'est des objets qui sont loin, je vais utiliser une mise à l'échelle, je vais rapprocher l'objet, ensuite je vais pouvoir le manipuler soit avec la main ou bien avec le rayon. D'accord? Donc là, c'est par rapport à la distance. Je vais plus rapprocher mon objet pour pouvoir la manipuler avec la main, par exemple. Alors, on est en train de parler de navigation, plutôt d'interaction. On a parlé navigation, sélection, manipulation. Quand est-ce qu'on a utilisé le mise à l'échelle pour apprécier les objets? Ensuite, il y a le contrôle d'application. C'est quoi pour vous le contrôle d'application? On utilise le contrôle d'application, c'est pas pour... c'est de l'interaction, oui. Le contrôle d'application, c'est de l'interaction. On l'utilise quand on veut, on va dire, personnaliser l'environnement virtuel. Ça vient de son nom, en fait, le contrôle de l'environnement virtuel. Donc, ça va être plutôt sur, par exemple, le choix de l'avatar. Il y a sur des applications, je choisis mon avatar, homme, femme, je choisis comment il est habillé, je choisis, d'accord? Et donc, ensuite, je vais rentrer dans le jeu ou bien rentrer dans le monde virtuel avec cet avatar que j'aurais personnalisé au préalable. Donc, je contrôle mon environnement virtuel. Donc, je contrôle mon application pour pouvoir l'utiliser, d'accord? Je peux, par exemple, contrôler les couleurs, d'accord? Le thème, on va dire, choisir un thème. Pour l'application, je vais contrôler les couleurs. Ou bien, je vais dans un jeu, par exemple, où j'ai différents maps, je vais choisir de jouer dans un désert ou dans une région montagneuse ou dans... D'accord? Donc, tout ce qui est un petit peu personnalisé ou bien tout ce qui est paramétré, on va dire. Paramétrer l'environnement virtuel pour l'utiliser. D'accord? Ça, c'est le contrôle d'application. Et ça on l'utilise avec des menus. Donc, on aura un menu contextuel. Donc, il y a différents menus qu'on peut avoir pour pouvoir contrôler, donc choisir, faire nos choix et tout ça. Donc, il y a différentes façons de pouvoir le faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, donc là, on a terminé de voir tout ce qui est interaction, donc la partie interaction. Donc, dans chaque cours, on va avoir une brique, d'accord, on rajoute à chaque fois une brique qui va nous permettre de, au final, concevoir un environnement de réalité virtuelle qui peut être un jeu, qui peut être une simulation, qui peut être autre. Donc, on a commencé par voir les bases, ensuite la modélisation, là l'interaction, ensuite on va voir autre chose, d'accord?
Alors, concernant le TP, je vous ai envoyé une description du projet tel que vous me l'avez demandé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la description est claire? Normalement, ça va. إذا كش ما كاين نبعث. D'accord. Je vous avais dit qu'on allait enchaîner aujourd'hui avec le TP. Parce que là, en fait, quand on vous a donné on a mis en place l'emploi du temps en ligne. Donc, du coup, ils ont changé de jour pour les TP par rapport au présentiel. Et voilà, donc moi, ça ne me convient pas, d'accord? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire le TP après le cours ou bien le faire le mardi à 8h. Le mardi à 8h, vous êtes aussi libre. Oui? والله جوستومون باسكو ما سمعناش بكري ديجا البارح بعثوا البروغرام والايميل قريته الصباح كي كنا في الكور. Oui, l'email, je l'ai envoyé aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça ne vous convient pas de faire le TP maintenant? دركا ما شكيتش مادام الاربعاء ما كاش كيفاش لا على 11 لا على وحده. En fait, c'est exactement les horaires où je peux pas. داكور والله ما نش عارف رد لك خبر مادام. دقيقة نسقسي ورد لك خبر. Attendez, de toute façon, mardi à 8h, pas ce mardi-là, parce que ce mardi, j'ai délibération M2. Donc là, ce mardi, on a les délibérations à 9h30. Donc je ne pourrai pas ce mardi à 8h. Déjà, en fait, je pense que là, bon, on a commencé avec 19 personnes. On termine le cours avec 11, mais en interaction, ou finalement, on a fait le cours avec 3-4 personnes. Donc les autres, je me demande vraiment est-ce qu'ils sont là. Et donc, est-ce que vraiment c'est nécessaire de programmer les choses si vous n'insistez pas? ايه مادام كل ما يتبدل الامبلوا تصرا هكذا باغ اكزومبل الكور اللي قبله ما جاش باسكو الامبلوا تاعو ماشي كيما تاعنا يصراو هذو لي بروبليم. Vous auriez dû me dire, j'étais connectée. Vous auriez dû me dire, on aurait fait avant. On aurait fait à 11h. ما قريناش. Oui, je vous dis ça. Ça veut dire que si vous n'avez pas cours à 11h, je prends la séance. Vous avez compris? نو مادام ماشي ما عندناش كان عندنا كور والبروف ما جاش. C'est ça. Donc si vous qui m'a dit, c'est-à-dire si vous étiez libre, vous auriez pu me contacter, on aurait commencé plus tôt. Vous avez compris ce que je veux dire? ما تبعتش باسكو كنا نستناو فيه حتى يبان ما بانش. D'accord. Donc si ça regardez, si ça lui convient pas finalement, je peux prendre la séance. D'accord? Et on fera cours TP de 11h, ensuite 13h, cours et TP. Le dimanche. داكور مادام خلي لي 4 ساعات نسقسي ونرد لك خبر. D'accord. De toute façon, alors, de toute façon, la prochaine séance, c'est à quelle heure? Là, ça va, ça. Ok. Donc, je laisse la réunion, d'accord? D'accord, merci. À moins quart, je reviens. D'accord, merci. Ça va.